Bonsoir à tous. Alors, je suis ravie de représenter le collectif Parents Suisses ce soir. Notre association a été fondée en 2021 pendant la crise du Covid et elle a pour mission de venir en aide aux familles et aux enfants dans les situations où la vie familiale et la santé des enfants est en danger. Depuis fin 2022, on a reçu de nombreux témoignages de parents partout en Suisse romande, dans tous les cantons, qui sont inquiets pour leurs enfants parce qu'ils reviennent perturbés, choqués, en colère suite aux cours d'éducation sexuelle qu'ils ont reçus à l'école. Il faut savoir que les personnes qui interviennent dans les cours d'éducation sexuelle sont des intervenants extérieurs, donc c'est des inconnus pour les enfants, c'est des personnes qu'ils n'ont jamais vues avant. Et en fait, ce qui revient le plus souvent dans les témoignages qu'on a reçus, c'est que leur identité de fille ou de garçon sont remises en question. On a plusieurs fois des intervenants qui ont dit aux enfants « Est-ce que vous êtes bien dans le bon corps ? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps de fille ou dans votre corps de garçon ?» Et ça s'est passé à tous les âges, à 7 ans, à 10 ans, à 13 ans, à 15 ans. Et les parents sont assez en colère quand leur enfant leur raconte ça, ils sont assez consternés. Et ça se passe dans les écoles publiques et dans les écoles privées, parce que même en privé, le mandat de ces intervenants tient aussi lieu. Et puis, depuis 2 ans et demi, donc on a, suite à ces témoignages, commencé à interpeller les autorités, particulièrement à Genève, parce qu'à Genève, les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires et tous les parents qui ont demandé à être dispensés n'ont pas obtenu de dispense. Donc il y avait vraiment pas mal d'incompréhension et de colère. Le collectif Parents pense vraiment que ces cours partent à la dérive. Et je profite ce soir d'avoir la parole pour bien préciser que contrairement à ce que certains groupes et médias veulent faire croire, notre collectif ne souhaite absolument pas supprimer entièrement les cours d'éducation sexuelle. Ce n'est pas le cas. Nous voulons simplement que ces cours reviennent à la formule que nous connaissons tous, c'est-à-dire des généralités sur la reproduction, la prévention des agressions sexuelles, ce qui est très important pour nous, et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles pour les adolescents. Et pour conclure, j'aimerais vraiment vous dire merci à tous ce soir qui êtes parents, grands-parents, parce que si vous êtes là, c'est que vous vous sentez concernés par le bien-être de vos enfants et de vos petits-enfants. Et je vous demande de vraiment continuer à garder un lien de communication avec eux, à les accueillir quand ils sont perturbés, etc. À vraiment continuer à créer ce lien de confiance. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a les réseaux sociaux, on a les téléphones portables. Nos enfants sont très vite confrontés à des choses auxquelles ils ne sont pas prêts. En plus, maintenant, on a à travers l'école toutes ces choses qui sont délivrées à des âges qui ne sont pas forcément adéquats. Donc voilà, restez attentifs et soutenez-les. Merci, bonsoir. Donc, je suis père de 3 enfants, la plus belle aventure qui soit d'ailleurs, à l'école obligatoire à Genève, dont 2 filles actuellement au cycle d'orientation. Je viens témoigner ici d'une réalité que de nombreux parents découvrent tardivement, la diffusion dans l'école publique de contenus revenant de l'identité ou d'idéologie identitaire, en particulier autour du concept d'identité de genre. Personnellement, je n'ai jamais réussi à comprendre ce qu'était l'identité de genre, on n'a jamais réussi à me la définir. Ma première fille donc, a été confrontée à ces messages lors d'un cours d'éducation sexuelle, comme Vanessa a mentionné, en octobre 2023 à l'âge de 13 ans. Ce cours est obligatoire, mais dont sa tenue n'est pas annoncée aux parents, donc de nouveau pas d'exemption à Genève. L'intervenante mandatée par le SSEJ, le Service de santé et d'éducation de la jeunesse, qui dépend de l'Office de l'enfance et de la jeunesse, qui fait partie du DIP, a présenté un document appelé la licorne du genre, selon lequel chaque individu aurait une identité de genre indépendante de son sexe biologique. Et donc cette identité pourrait être femme, homme ou autre. Voilà.
Le même document affirme que le sexe serait assigné à la naissance, donc que c'est une construction sociale, ce qui est scientifiquement faux puisque le sexe est un fait biologique et il est déterminé de manière irrévocable à la conception. Ce contenu a profondément déstabilisé ma fille. D'abord parce qu'il contredit ce que ses parents lui ont appris, mais surtout parce qu'il remet en question l'autorité même de l'école comme lieu de transmission de connaissances et d'informations fiables. Il est extrêmement difficile pour un parent de devoir expliquer à son enfant que certains contenus diffusés à l'école ne sont ni neutres, ni scientifiquement fondés. Ça se faisait en URSS d'ailleurs, donc on en arrive là. À cela s'ajoute une pratique troublante. Les cours d'éducation sexuelle ont lieu sans la présence des enseignants, donc que les enfants connaissent et que en qui les enfants ont confiance, ce qui pose un problème de transparence et de contrôle. À la suite de cet épisode, j'ai cherché à comprendre l'origine et l'ampleur de cette orientation idéologique. Plusieurs responsables du département de l'instruction publique, dont les directeurs généraux de l'enseignement obligatoire et directeurs généraux de l'Office de l'enfance et de la jeunesse, m'ont confirmé que la licorne du genre était un document adéquat, je cite adéquat. La conseillère d'État en charge de l'instruction publique a qualifié ces positions, donc de ces directeurs généraux, de valables tant réglementairement que scientifiquement. Ce soutien explicite des plus hautes autorités du département de l'instruction publique à une doctrine idéologique scientifiquement infondée entame gravement, à mes yeux, la confiance que les parents peuvent avoir dans le département de l'instruction publique. Et les faits ne s'arrêtent pas là. La semaine dernière, donc il y a exactement 7 jours, ma deuxième fille, qui a aujourd'hui 13 ans, ma première maintenant a 15 ans, a été exposée au même message dans son école. Ces interventions sont donc ni isolées, ni marginales. Elles s'inscrivent dans une dynamique très bien installée, malheureusement. Je pense que l'école publique n'a pas pour mission d'enseigner des visions idéologiques controversées. Elle doit transmettre des connaissances dans le respect des faits établis et dans le respect du rôle éducatif premier des parents. Ces principes sont aujourd'hui sérieusement mis à mal. Merci. Alors bonjour à tous et déjà un grand merci d'avoir répondu présent à cette conférence. Je remercie infiniment le collectif Parents pour leur soutien et pour l'organisation de cette soirée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle David et j'ai 45 ans. Je suis papa d'une fille aujourd'hui âgée de 16 ans qui est malheureusement née avec une hémiplégie moteur du côté gauche. Cet handicap la rend d'autant plus singulière et cela a toujours été lourd à porter dans son développement cognitif et social. Cela a clairement démultiplié ce besoin d'exister aux yeux des autres, et ceci depuis petite. À 11 ans, elle a subi une lourde opération orthopédique à sa jambe paralysée pour l'aider dans sa croissance. Elle en attendait beaucoup de cette opération. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience que cet handicap l'accompagnerait toute sa vie et que cette différence resterait omniprésente. Le retour à l'école, à la rentrée et le regard des autres allaient être d'autant plus compliqués à assumer pour elle. L'adolescence est par définition une recherche et un développement du fondement de ce que l'on devient adulte, par des comparaisons avec les autres et par une recherche d'appartenance. Nous l'avons tous vécu. Et le mal-être qu'il en résulte est un passage de vie compliqué et qu'il est important d'affronter et de réussir à dépasser pour trouver le bonheur et son équilibre personnel. On fait ses armes de vie, quoi. Pour en revenir à notre histoire, quelques semaines après cette opération, ma fille n'a plus voulu retourner à l'école et s'en est suivi un fort repli sur elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle s'est amourachée d'un jeune sur Internet. Cette personne l'a fait percevoir qu'on pouvait devenir quelqu'un d'autre à sa guise par la transidentité. 2 mois plus tard, elle a 12 ans. Elle finit par retourner à l'école en définissant qu'il faudra désormais l'appeler par un prénom masculin et lui dire « il ». Cette jeune fille handicapée qui avait tant de mal à se sentir exister aux yeux des autres, n'existait-elle donc plus ? Sans même attendre le retour des thérapeutes, l'école met en application sa transition sociale. À partir de là, les dés sont jetés. Et la directive Amarel 187 est mise en place. Cette directive cantonale définit qu'un enfant qui rentre à l'école obligatoire, donc environ 5 ans, peut définir son genre et son nom, quelle que soit la vie de ses parents. C'est sur le canton de Vaud.
Parents, vous n'avez aucun mot à dire et toute la machine se met en route. La Fondation Agnodis, référent au département de la formation pour ces questions identitaires, vous débarque à l'école. En tant que papa, on vous informe par un simple SMS. Et une fois venus en classe, les adultes demandent à tous les autres enfants de valider cette pensée sous peine d'être considérés comme discriminants. Discrimination, le mot est jeté. Quand vous touchez à des références sociales aussi fondamentales de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, il est bien clair que même chez les enfants, une montée logique de bouclier va apparaître. Et le mal d'existence de ma fille est de ce fait démultiplié. Et les responsables, bien entendu, c'est les autres discriminants, on va chercher l'erreur. En parallèle, la pédiatre étant complètement dépassée par cette problématique vous envoie à la DISA du CHUV. Spécialiste de la question, et là-bas, ils vous font vite comprendre que vous devez accepter la transition de votre enfant sans broncher. Le diagnostic dysphorie de genre est posé sur ma fille, sans aucun suivi psy ni analyse globale de la situation, pour une compréhension réelle de son mal-être. Mal m'en est venu de vouloir ouvrir des questions importantes comme le bien fondé d'une démarche tellement radicale sans même comprendre le pourquoi de la démarche. J'essaye tant bien que mal d'argumenter qu'en validant une telle démarche, nous n'allons pas régler un mal-être, mais bien en créer un nouveau de toutes pièces. Et même risquer d'entrer tellement profondément d'enterrer tellement profondément le mal-être qu'il va être quasiment impossible, le mal-être réel, qu'il va être quasiment impossible à ma fille de pouvoir affronter ce qu'elle est réellement ces prochaines années. Réponse du médecin de la DISA: vous savez, monsieur, la provenance est multifactorielle. Le seul remède est une transition rapide. Les médecins de ce service vous vendent ça comme une exploration et une expérience de vie. Mais il est bien clair qu'un retour en arrière n'est malheureusement pas possible. Et qu'en plus de devenir stérile, les opérations de réassignation de genre changeront ces petits corps sains à jamais. On met un déguisement quoi, mais qui s'enlèvera complètement jamais et qui va vous coller tellement fort à la peau. Mais ça, les médecins du CHUV, ils ne vous le disent pas. Et ils ne le disent pas. Ils soutiennent même le contraire à ma fille. Par sa vision d'enfant, ma fille m'a rétorqué un jour du haut de ses 13 ans, en sortant d'une consultation de la DISA du CHUV, où les médecins venaient pour la xème fois de me discréditer aux yeux de mon enfant, en soutenant que j'étais un père qui n'écoutait pas mon enfant et que je la mettais en danger à ne pas accepter les bloqueurs de puberté et la testostérone qu'ils voulaient lui prescrire. Tu sais papa, ma fille qui me dit, tu sais papa, les médecins me l'ont dit, il ne faut pas t'en faire. Si je veux rechanger un jour d'avis, je pourrais le faire quand je veux. En août 2023, un premier signalement du CHUV pour limiter mon autorité parentale de père et dans le but de nommer un curateur médical est envoyé à la protection de la jeunesse vaudoise. 2 ans se sont écoulés sans jamais qu'aucun diagnostic holistique ait été entrepris. Et c'est pas faute de l'avoir demandé par X courrier, mail, sans réponse à ce jour. Les médecins de la DISA prétendent qu'ils ne peuvent plus aider ma fille dans son mal-être sans prescription de bloqueurs et sans pouvoir avancer dans cette thérapie dirigée. Depuis lors, et après 2 autres signalements à la protection de la jeunesse, je me bats corps et âme accompagné de mes 2 avocats pour essayer de freiner cette folie et laisser toutes les routes ouvertes possibles à mon enfant pour son avenir. Choisir la stérilité à 12 ans n'est pas une option, c'est une aberration. Mon rôle de papa est d'accompagner ma fille dans son développement et de la protéger. Faire ses expériences de vie est important, mais jusqu'à un certain point quand même. Si votre enfant prétend pouvoir voler, vous n'allez pas la laisser se jeter du 15e pour voir si pour que son expérience se fasse. Un enfant grandit chaque jour. Mais la maturité s'apprend avec le temps et avec des expériences qui sont mesurées. Des exemples. Pourquoi le bébé a des barreaux à son berceau ? Un deuxième exemple, pour quelle raison l'enfant tient la main de son papa et de sa maman sur le trottoir au bord de la route ? La maturité et la compréhension du monde, ça ne s'invente pas, ça ne se ressent pas, ça s'apprend avec le temps. J'ai lu un jour, je ne sais plus où, à l'âge de 6 ans, je me sentais être un pirate. Heureusement que je n'ai pas croisé la route d'un médecin du CHUV bienveillant qui, en m'amputant d'une jambe ou m'enlevant un œil, aurait voulu combler mon ressenti du moment. Aujourd'hui, ces médecins veulent m'enlever l'autorité parentale. Aujourd'hui, on m'enlève les seules armes de père que j'ai pour protéger mon enfant.
Et ça, c'est intolérable. Il faut ouvrir urgemment un débat de fond. Il en va l'avenir du bien de nos enfants. Et ce n'est pas de la discrimination de protéger nos enfants vulnérables, mais bien du bon sens. Merci de votre écoute. Je vais essayer de vous parler de la sexualité enfantine, de la manière dont elle se développe. L'enfant vit au monde sous le sceau d'un déterminisme biologique qui définit, entre autres choses, son appartenance sexuelle de façon binaire. Il est fille ou garçon, sauf rarissime exception où la morphologie sexuelle présente des éléments féminins et masculins à la fois. Tout le long de son existence, il va développer ce qu'on appelle son identité, du grec idios, qui veut dire même, identique. C'est-à-dire, il va développer une sorte de mosaïque originale de caractéristiques strictement personnelles, de type physiologique, morphologique, psychologique et finalement aussi sociologique, qui feront de lui un être unique. Le développement identitaire se déploie à l'origine à l'intérieur de la relation duelle avec la mère et, petit à petit, à travers les relations plurielles tissées peu à peu avec les autres composants de l'espace familial et social de l'enfant. Et donc le père, le ou la partenaire de la mère, les grands-parents, les frères et sœurs, les éducateurs en général. Mais le pivot autour duquel les multiples éléments de la mosaïque identitaire vont s'organiser et structurer, c'est la sexualité. L'être humain est d'abord une femme ou un homme, indépendamment de la manière dont il va habiter et vivre son corps de femme ou d'homme. D'ailleurs, femme ou homme, il le restera à jamais, malgré l'infinie variété des habillages esthétiques ou même pharmacologiques, voire chirurgicaux, qui lui prodiguera. L'enfant a besoin de certitude et d'évidence pour grandir. Son univers est nécessairement binaire, composé de grands et de petits, de gentils et de méchants, de femmes et d'hommes, des nôtres et des autres. C'est sa manière bicolore de structurer et apprivoiser le monde. Cela le rassure et lui permet de grandir en toute confiance. Par la suite, au fur et à mesure de sa maturation intellectuelle et émotionnelle, il pourra nuancer son regard sur le monde, élargir sa vision de la réalité et accepter la complexité et les contradictions de ce monde. Mais tout cela demande du temps et surtout le respect de son rythme de croissance psychique. Le processus évolutif de l'enfant se poursuit à plus ou moins bas bruit jusqu'à l'éclosion de la puberté. On appelle cette phase allant de 3, 4, 5 ans jusqu'à 11, 12, 13 ans la période de latence. Il s'agit d'un passage extrêmement délicat et déterminant pour la suite de l'existence de l'individu. Je veux dire par là qu'il y a d'un côté le développement de l'intelligence qui peu à peu se dégage de la perception simplement sensorielle et motrice pour accéder à un niveau d'intelligence toujours plus théorique, qui donnera enfin naissance à ce qu'on appelle l'intelligence formelle, cette prodigieuse intelligence de l'adolescent, véritable feu d'artifice des capacités cognitives humaines. Je pense qu'il n'y a aucune autre période que l'adolescence dans laquelle l'être humain est capable de déconstruire et construire la réalité. Un arrière-plan du développement intellectuel procède de manière plus discrète l'évolution émotionnelle, c'est-à-dire l'évolution psychosexuelle de l'enfant. Sa lente et silencieuse maturation biologique, de même que son entrée graduelle dans l'espace social, si chargé de codes et de symboles, en font un être de plus en plus inscrit dans l'univers dyadique des filles et des garçons. D'ailleurs, poussés par un profond besoin de marquer leur appartenance sexuelle, filles et garçons vont donc délimiter de façon particulièrement visible l'espace relationnel et social lié à leur sexe.
En cette période de la vie, vous vous en souviendrez, le groupe des pères, à savoir le groupe des filles et celui des garçons, aura une fonction structurante majeure dans l'évolution identitaire des unes et des autres, des filles et des garçons. Ce passage est fondamental dans le développement de l'identité sexuelle. S'il fait défaut dans l'expérience enfantine, l'identité sexuelle adulte en sortira fragilisée. Pendant cette longue période qui va de la diffusion maternelle, de la diffusion relationnelle à la mère jusqu'à l'éclosion pubertaire, l'enfant élabore silencieusement et délicatement les contours et les contenus de sa manière d'être fille ou garçon. À l'intérieur de cette sorte de laboratoire psychique intime, pourtant constamment stimulé, façonné par son groupe de pairs et par l'environnement social en général, il définit peu à peu son identité de fille ou de garçon. C'est un travail de lent et patient tissage émotionnel qui requiert de la part de l'adulte le plus profond respect, la plus grande discrétion possible, le soutien le plus empathique qui soit. L'enfant, en période de latence, derrière l'apparente insouciance qui le caractérise en général, est en fait un laboratoire en pleine effervescence, un laboratoire riche, créatif, mais profondément vulnérable. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours dans les meilleures conditions espérées. Des intrusions de différents types sont possibles sous forme d'abus sexuels, par exemple, souvent perpétrés d'ailleurs au sein de l'espace familial, ou sous forme d'informations par image ou autre message, Internet, cours d'éducation sexuelle inadéquats, qui font irruption dans l'espace psychique de l'enfant de manière intempestive et inopportune. Ces intrusions peuvent se révéler hautement perturbantes et déstructurantes. Ce long et laborieux parcours qui mène l'enfant de son statut d'objet maternel vaguement sexué à un sujet sexuellement bien défini est farci d'obstacles et de difficultés en tout genre. L'exploration, le doute, les tiraillements et la souffrance psychique sont l'apanage de l'enfant jusqu'à l'accordage final entre psyché et soma. Accordage final qui se prépare pendant l'adolescence, mais qui est réel après l'adolescence. Certes, l'adolescence constituera la phase finale de ce délicat et laborieux parcours d'accordage. C'est là qu'on retrouve les formes les plus violentes de déchirement entre corps et esprit. C'est là que flambent en général les manifestations de profonde souffrance et donc d'attaque contre son propre corps sous forme d'anorexie, automutilation, tentative de suicide, consommation de drogue, conduite à risque, désir d'altérer son corps et changer de sexe. À la base de ces comportements, il y a toujours une profonde souffrance, toujours venue d'ailleurs, mais régulièrement reportée sur ce corps devenu étranger, qui a changé et qui a apporté le trouble. Et pourtant, dans nos sociétés dites postmodernes, des enfants de 8, 12, 12 ans, théoriquement donc en période de latence, sont de plus en plus porteurs, eux aussi, de grandes souffrances psychiques et, dans un certain nombre de cas, porteurs d'une solution trop hâtivement pressentie, les changements de sexe. On parle alors de dysphorie de genre ou de sexe. Mon rôle de psychanalyste, avec ces enfants et ces adolescents, déchirés entre corps et esprit, n'est certes pas de confirmer ou d'infirmer la prétendue solution de la transition. Elle appartient à leurs parents et fondamentalement à eux-mêmes. Ma fonction est d'être à l'écoute de leur douleur, d'essayer de la comprendre et de les aider à la comprendre avant qu'ils ne prennent une quelconque décision. Ce que je remarque régulièrement est le fait que plus ils ou elles comprennent la complexité et la profondeur
de leur souffrance, plus elles s'éloignent de la vision initiale d'une causalité linéaire et simpliste de leur mal-être, et donc d'une solution magique de celle-ci par une intervention médicale sur leur corps. Mais pour que l'enfant, l'adolescent puisse accéder à cette compréhension, il leur faut une certaine dose de courage et de patience. Et surtout, qu'ils soient entourés d'adultes, parents, psychothérapeutes, médecins, décideurs politiques, courageux et réellement voués à leur bien, et non pas déterminés par leurs intérêts souvent peu avouables ou, dans le meilleur des cas, par leurs angoisses non élaborées. Nos enfants, et je termine, nos enfants en souffrance ont besoin d'adultes honnêtes et solides, capables de les écouter et de les entendre, qui ne leur vendent pas de solutions magiques et souvent irrémédiablement délétères pour leur simple désir de se rassurer en tant que parents, éducateurs, médecins, politiciens ou autres. Merci. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. Merci d'organiser cette conférence malgré les réticences qui s'imposent. Merci à vous tous d'être venus pour vous ouvrir un autre discours sur un sujet très émotionnel que sont les transitions de sexe. Il est pertinent de vouloir se focaliser sur la protection des enfants et l'autorité parentale. Je pense cependant qu'il ne faut pas s'arrêter sur ces deux points. Il faut aussi prendre en considération les adultes et éventuellement suggérer leur protection. En effet, j'ai moi-même entamé une transition à l'âge de 24 ans. Je n'avais à l'époque trouvé aucun psy capable de m'aider à comprendre les origines de mon mal-être. Aujourd'hui, je sais que les explications résident d'une part dans le fait de souffrir d'un trouble ou d'une pathologie mentale, et d'autre part dans la souffrance qu'implique le fait d'être homosexuel, bisexuel, et dans le fait d'être une femme au sein d'une société discriminante. En parallèle, j'ai été happé par un mouvement identitaire montant, s'imposant dans l'imaginaire collectif et fortement défendu par des militants et des professionnels qui se donnent pour mission de convaincre que la cause de tout mal-être est l'identité sexuelle. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis né en Suisse, en Valais plus précisément en 1989. J'ai grandi dans une famille modeste à Aisé, où je n'ai manqué de rien, une famille aimante, où je n'ai pas connu la violence. J'ai grandi aussi dans un modèle où la distribution des rôles était partagée entre les sexes. Ma mère s'occupant des tâches administratives, organisationnelles, familiales et ménagères, et mon père qui travaillait tard, rentrait pour manger et dormir, s'occupant principalement des tâches manuelles où il faut de la force, de la précision et de la réflexion. De mon point de vue d'enfant, j'ai compris très vite qu'il y avait quelque chose de faible chez la femme et de fort chez l'homme. Dès petite, vers l'âge de 3 ans, j'ai rapidement rejeté les attributs féminins, comme par exemple les vêtements, les jupes et les robes, les couleurs claires, les motifs à pois que ma mère voulait m'enfiler. Je ne voulais pas non plus, au contraire de ma sœur, recevoir du maquillage, des bijoux, des Barbies. Mon seul intérêt était les Playmobil et les jouets de mes frères. J'ai également rejeté mon prénom, Hélène. À l'école, je me sentais en décalage, incapable de me sentir semblable aux autres humains. Seule ma famille m'était proche. À la récré, je jouais seul avec mes Playmobil, observant les autres comme des êtres étranges, à la fois intrigants et intimidants. Vers l'âge de 8 ans, j'ai été confronté pour la première fois à de la pornographie. Dans la même période, il est arrivé que des hommes m'utilisent sous la contrainte pour satisfaire leur curiosité perverse. Je ne me plaignais jamais à ma famille. Une fois la gêne passée, je reprenais mes occupations comme si de rien n'était. Puis j'ai grandi. À l'adolescence, j'ai vécu la transformation de mon corps comme une violence. Les seins qui poussent, les hanches qui s'élargissent, les menstruations. Ce n'était pas à moi. La différence avec les garçons devenait plus marquée. Et en plus du corps, c'est le regard des autres qui changeait aussi. Un regard qui me chosifiait. J'ai commencé à développer des complexes liés à ma corporalité. D'abord, j'ai ressenti une pudeur extrême vis-à-vis de chaque partie de mon corps qui s'est transformée en une honte, puis en un rejet total. J'ai essayé de me conformer aux attentes de faire comme les autres filles. Vêtements moulants et sexy, talons et maquillage.
mais cela faisait qu'accentuer mon malaise et attirer davantage de regards, surtout masculins. J'ai eu mes premiers petits copains et vers 15 ans, j'ai compris que j'étais aussi attirée par les filles. Je me suis alors identifiée comme lesbienne et j'ai rejoint la communauté gay. Bars, soirées, gay pride. J'ai alors pu abandonner les attributs féminins qui m'oppressaient, m'habiller plus ample, couper mes cheveux très courts et échapper aux postures imposées aux femmes. Je semblais avoir trouvé ma voie. Cependant, auprès de mes compagnes et des lesbiennes, je me sentais en décalage. Contrairement à elles, à l'aise dans leur corps de femme et leur sexualité, je me percevais comme ni homme ni femme, parfois neutre ou sans réelle identité sexuelle. Ma poitrine me dégoûtait. Alors je la bandais et la scotchais pour l'aplatir et renforcer mon apparence androgyne. On me disait souvent « monsieur », ce qui me plaisait. Même si je ne suis pas un homme, intégrer du masculin m'apportait apaisement et liberté. Les regards dans la rue étaient curieux et non sexualisants et bien plus supportables. Je ne comprenais pas mon décalage avec les autres, alors j'ai consulté des psys pour en parler. Mon questionnement sur mon identité sexuelle, mon rejet de mes seins, mon malaise avec les femmes. Leur réaction me décevait. Moquerie, simplification ou silence, et je ne retournais jamais les voir. Cette errance psychologique a nourri ma souffrance et ma haine de moi. J'ai cherché sur Internet et découvert une association trans à Lausanne. Malgré mes peurs, j'y suis allée et j'ai trouvé un monde où mes ressentis étaient normaux. J'ai rencontré Adam, une fille devenue garçon qui m'a montré son torse parfait et parlé des différentes techniques pour enlever les seins. Exactement ce que je voulais. Le psychiatre qu'on m'a recommandé m'a diagnostiqué trans. Tout s'est éclairé. Mon rejet des jouets, du prénom, de mon corps, mes rêves d'être garçon, mon décalage avec les autres. J'étais enfin prête à me libérer de mes seins et à vivre pleinement ce que je ressentais depuis l'enfance. À 25 ans, on m'a amputé les seins. Peu de temps après, j'ai tenté de me suicider. Avec le temps et le soutien de la communauté, j'ai accepté cette nouvelle situation. Un endocrinologue, que l'association m'a recommandé, m'a prescrit un traitement de testostérone qui a modifié ma voix, mon corps, ma pilosité, mon sexe, mon odeur, et ma tristesse a disparu. Finalement, j'ai changé de nom et de statut. Je suis devenu Lio, un homme de 27 ans. À 28 ans, pour apaiser ma dysphorie et accélérer ma transformation, une gynéco recommandée par l'association m'a fait une ablation de mes ovaires et de mon utérus. Me voilà presque complète. Il ne me manquait plus que la phalloplastie, une opération lourde que je repoussais malgré mon désir profond. J'ai vécu 9 ans comme un homme, entre malaise et bonheur, sans jamais imaginer changer d'avis. Puis un jour, la dysphorie est devenue trop forte, trop lourde, et les discours de ma propre communauté, que je ne fréquentais plus depuis des années, m'ont explosé au visage comme une bombe. Des hommes enceintes, des femmes à pénis, et je lis. Une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui a des seins, quelqu'un qui a un vagin, quelqu'un qui a des ovaires ou un utérus, ou quelqu'un qui peut enfanter. Donc moi, qui avais fait toutes ces opérations pour changer et ne plus être une femme, je pouvais à nouveau me définir en tant que telle. Ce fut la crise de dysphorie de trop. J'ai compris que si tout le monde peut être une femme ou un homme, alors ces mots ne veulent plus rien dire. Le choc était violent. Et je me suis dit, mais je ne suis pas rien. Malgré mon parcours, les spécialistes, ma haine de moi-même, j'ai dû l'admettre. Je ne suis pas trans, je suis une femme. Reconnaître cette erreur a été très dur. On ne m'a pas aidé à me comprendre. On m'a poussé à fuir qui j'étais, à m'effacer. Alors j'ai cherché à comprendre.
Si ce n'était pas bon pour moi, pourquoi le serait-ce pour les autres? Pourtant, j'avais vécu tout ce qui est censé définir l'être trans. Et ce n'était pas la réponse à mon mal-être. C'est à ce moment précis que j'ai compris qu'on m'avait simplement pris en charge d'une façon et que cette façon pouvait être tout à fait remise en question. Que tout cela était dans ma tête et pas dans mon corps. Que si mes seins semblaient être comme des corps étrangers, des excès de graisse, désormais je suis en proie au syndrome du sein fantôme. Parce que, en fait, en réalité, on m'a tout bonnement amputé d'une partie de mon corps. Aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose, que les hommes s'attribuent les caractéristiques sexuelles des femmes constitue une violence misogyne. Comme par exemple, un pénis retourné par un chirurgien pour en faire une cavité ne sera jamais un vagin, c'est un abus de langage. Moi, en revanche, j'ai un vagin parce que je suis une femme. Ces hommes à qui on met des implants mammaires en silicone et qu'on gave d'hormones femelles n'ont pas de seins, puisque seules les femmes ont des seins. Moi, j'avais des seins qu'on m'a amputés. Un homme n'a pas non plus de menstruation et ne peut enfanter. Moi, je pouvais enfanter. Hélas, désormais, cela m'est impossible car on m'a stérilisé. Quand un homme s'habille en femme, ce n'est pas un problème en soi. Mais quand un homme affirme être une femme et le montre en portant des robes, des jupes et des talons ou du maquillage, c'est autre chose. Porter une jupe ne fait pas de lui une femme. Il existe des stéréotypes vestimentaires, des codes sociaux, des formes d'expression que certaines femmes choisissent librement de réinvestir sans que cela nuise à l'équilibre social. Une femme peut porter une jupe sans pour autant valider les clichés sexistes. Mais ces stéréotypes ne définissent pas ce qu'est une femme. Les femmes ne sont pas discriminées parce qu'elles portent des jupes ou du maquillage, elles sont discriminées parce qu'elles sont de sexe féminin. Il est évident que ce sont les femmes qui subissent le plus de violence à travers ce mouvement trans, obligées de partager leur espace, leur poste, leurs droits, ne pouvant plus se décrire par leurs caractéristiques sexuelles qui font d'elles des femmes et des êtres différents des hommes. Il est frappant de voir que ce sont surtout des jeunes filles qui choisissent de transitionner. Être une femme n'a jamais été simple, même dans nos sociétés modernes qui se veulent égalitaires. Les femmes restent des cibles de nombreuses discriminations et violences, et aujourd'hui, une nouvelle forme de violence apparaît venant d'un mouvement qui prétend parler au nom de l'identité, mais qui, en réalité, efface ce que signifie être une femme. Depuis toujours, les femmes subissent la domination et la violence des hommes. Cette violence prend aujourd'hui une autre forme, celle d'un discours qui nie leur réalité, leur corps, celle d'une communauté qui les déshumanise. J'ai beaucoup de peine à accepter que face à mes souffrances, personne ne m'ait aidé à me réconcilier avec moi-même, qu'on n'ait pas choisi une thérapie pour m'aider à comprendre et à démêler mes pensées, ni à accepter la dure réalité. Et que des équipes transaffirmatives, guidées par des croyances plutôt que par des connaissances, mais au contraire enfoncées dans ce que je considère aujourd'hui comme un délire. Alors oui, j'y ai cru, et croire ne devrait pas être un problème. Croire en la théorie du genre ne constitue pas en soi un problème, à partir du moment où cette croyance ne crée pas plus d'effets indésirables sur soi et les autres que d'effets bénéfiques. Je pourrais très bien aujourd'hui me déclarer trans, personne ne pourrait remettre en question mon ressenti et mon choix. Mais est-ce le rôle des psychiatres et des médecins de valider mes idées, mes ressentis et mon délire? Est-ce que tous les membres de notre société sont tenus de me croire sans jamais remettre en question ma vision? J'ai vécu 10 ans comme un trans sous testostérone et désormais, je dois suivre un traitement à vie parce qu'on m'a retiré une des choses les plus essentielles à ma santé, mes organes sexuels. Moi, je refuse de jouer le jeu en disant à un homme qu'il est une femme et à une femme qu'elle est un homme. Si un jour le droit d'énoncer ces faits m'est retiré, je persisterai quand même
à affirmer la vérité pour défendre mon groupe, les femmes. Merci. Mesdames, Messieurs, vous le savez, en Suisse, et tout particulièrement à Genève, il règne un climat pesant dès qu'on aborde les sujets discutés ce soir. Les agents d'ambiance postés non loin d'ici nous l'ont rappelé avec la finesse qui les caractérise. Le premier établissement qui nous avait loué la salle, c'est Désisté, c'est dont menacent des activistes. Mais les responsables de la ferme du Lignon, eux, ont été mis au courant et ils ont tenu bon. Ils ont choisi avec courage d'abriter une parole libre. Je les remercie profondément. J'aimerais ressaisir pour vous cette soirée en 3 points. Premier point, de quoi parlent au fond tous les intervenants que vous avez entendus? De quoi parle Mark Thompson face au désarroi de ses filles? De quoi parle David Glut, ce père qui tente désespérément de protéger la sienne d'une transition qu'il juge mutilante? De quoi parle Leo Kessler qui a fait ce voyage et en est revenu et vit avec ce qu'elle a perdu? Que nous disent enfin le psychologue Nino Rizzo et l'avocat Édouard Capdeville? Tous parlent d'une seule chose, la nature humaine, de sa valeur inestimable et de la nécessité vitale de la défendre. Car notre nature nous est donnée une fois pour toutes. Nous sommes constitués selon 2 formes invariables et seulement 2, mâle ou femelle. C'est elle aussi la nature qui fonde la famille et non la société, ni la loi. Nature humaine, masculinité, féminité, famille. Ces réalités précèdent toute construction sociale et doivent rester intactes. Sinon, c'est la société elle-même qui est brisée. Deuxième point. Que visons-nous? D'abord, ce que nous ne visons pas. Nous ne visons pas les personnes transgenres. Nous n'éprouvons envers elles ni animosité ni haine. Elles ont des conceptions identitaires que nous ne partageons pas et que nous jugeons en grande partie erronées. Mais elles ont le droit d'avoir leurs opinions particulières. Il y a 1000 chemins arpentés dans l'existence selon ce que nous dictent nos inclinations, nos dons et notre discernement. Alors, que visons-nous en réalité? Ce que nous visons, c'est le droit des parents, leur droit de discerner, d'éduquer, de protéger leurs enfants. Mais certains milieux entendent s'immiscer dans ce lien sacré. Ils veulent imposer leur agenda idéologique dans les familles. C'est surtout à l'école qu'ils agissent, là où l'enfant est sans défense, où les parents sont absents et où certaines complicités permettent l'effraction dans l'esprit encore malléable des jeunes. Cela, pour nous, est inacceptable. Nous voulons mettre les enfants à l'abri de ces instructions. Troisième point, que faire? Je vous propose, mesdames, messieurs, 4 pistes. Premièrement, comme disaient les Romains, age quod agis, fais ce que tu fais. Autrement dit, si vous avez une mission, accomplissez-la sérieusement. En famille, ne cherchez pas à être cool, passivement accommodant. Soyez présent, soyez consistant. Préférez une discussion avec vos enfants à une série Netflix. Lorsque les circonstances s'y prêtent, instruisez vos enfants, faites entendre votre voix. Si vos enfants se confient, allez au bout de leur questionnement. Soyez pour eux une référence. Deuxièmement, dans la société, adoptez la posture de Solzhenitsyn, le dissident emprisonné 9 ans sur ordre de Staline. On ne peut pas toujours vaincre, mais on peut et on doit refuser de relayer les mensonges acceptés paresseusement par la majorité ou imposés par les institutions. Troisièmement, poursuivez ce que vous avez entamé ce soir. Informez-vous, confrontez les points de vue, cherchez les faits, fuyez les slogans et les discours émotionnels. Rejoignez, par exemple, le collectif des parents suisses. Quatrièmement, si vous traversez une épreuve comme celle de Mark Thompson ou David Glutz, restez ferme, consultez des avocats s'il le faut. Et de notre côté, nous serons là pour vous aider. Enfin, mesdames, messieurs, une grande figure de l'Antiquité, Périclès, a prononcé ces mots qui me bouleversent et me guident. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Alors je vous dis à mon tour, soyez vaillants. Je vous remercie pour votre attention.